Donc vous avez ensuite intégré une des plus prestigieuses écoles de commerce de France, HEC. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours au sein de cette école? Ce que ça vous a apporté? Bon, on a déjà retenu pour le coup avec la conférence que voilà, que c'était la positivité. Enfin, qu'il y a quelque chose qui... Vraiment, il y a, en fait, ce que je trouve, c'est que l'enseignement français n'est vraiment pas positif. Donc la préparation de l'école normale sup, c'est le comble de tout ça. C'est-à-dire, moi, je pleurais tous les jours parce que elle me disait que, je sais pas, moi, j'avais eu 20 partout en bac. Et elle me disait, ça ne va pas, tu n'écriras jamais comme Proust. Alors je pleurais parce que j'écrirais jamais comme Proust, mais quelle folie, quoi. Il y avait une pression et tout qui presque rendait, mais d'une fragilité les êtres humains qui n'est pas possible. Donc moi, comme j'ai eu mon compte en fragilisation, heureusement que j'étais solide, l'équilibrage par HEC, ou au contraire, vous êtes dans un monde parfois trop... vous allez y arriver, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui va vous résister. Oui. Bon, moi, ça a créé un bel équilibre, parce que j'avais, et au final. Et je trouve qu'il faut quand même dire aux gens qu'ils vont y arriver. C'est pas possible. Et dans les 5 garçons que j'ai eus, quand je vois parfois ce que leur disaient les profs, les maîtresses, on ne peut pas dire à un gamin qu'il est capable de rien, ou que sa vie est fichue, enfin ça. Donc de toute façon, que vous êtes qui fassent le monde du travail et bouger. De toute façon, ça ne sert à rien. Et puis, ils préparent le bac, mais quand ils auront le bac, ça ne servira à rien non plus. Chaque étape, finalement, on arrive. Alors, on ne peut pas dire à des gens qui passent cette année de la 6e à la terminale à préparer un examen que, en fin de compte, final, ça ne vaut rien. On est tombé sur la tête, quoi. Donc, je pense qu'il faut réapprendre... de la positivité. Après, je pense aussi que on n'est pas tous scolaires de la même façon. Moi, dans mes enfants, j'avais des très scolaires et des pas scolaires. Oui. Je pense pas que j'avais des imbéciles et des brillants. Je pense que j'avais des scolaires et des pas très scolaires. Ouais. Et qu'on peut pas résumer un enfant comme ça. Non, mais c'est... cette façon... Et puis, des gens, autrefois, les gens qui n'avaient pas de diplôme n'étaient pas dévalorisés comme ils le sont aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on dévalorise ça. Il faut faire très attention. On peut pas... Les êtres humains, c'est beaucoup plus riche que cela. Moi, j'ai un jardinier qui est le roi de la culture. Dans tous les sens du terme. Totalement. Et donc, il faut arrêter d'imaginer que d'abord, les enfants, tout le monde apprend de tel âge à tel âge. Il y a des gens qui feront leur culture plus tard. Il y a plein de façons de faire une culture. Et en tout cas, respecter les gens qui font quelque chose et qui le font bien. Parce que c'est tellement des éléments d'importance. Et je pense que ça, si on bougeait l'école, on pourrait l'apprendre à l'école. Parce que la façon dont on traite, par exemple, lorsqu'on parle des classes qui sont des classes plus liées à la vie ou plus techniques, etc., on n'a pas le droit de les dévaloriser. Qu'est-ce que c'est que ce monde c'est tout ça est stupide. Mais c'est vrai que moi, ça rebondit vachement. Enfin, un nombre de fois où souvent je ressens une mauvaise note, je me disais que j'étais nul. Alors, c'est tellement rétréci. On peut pas. De toute façon, je fais partie d'une commission de réflexion sur l'enfance et l'adolescence. Au bout d'1 an et demi, la seule chose qu'on avait d'intéressant à dire, c'était que la différence était dans le regard qu'on portait sur l'enfant. Soit vous prenez un enfant et vous regardez son potentiel et vous dites de toute façon il doit arriver quelque part. Donc il faut déterminer le quelque part. Voilà. Et qu'on n'a pas le droit de faire autrement. Moi j'ai un souvenir un jour d'arriver en courant. Quand même j'avais rendez-vous à 4h30. Donc vous imaginez ce que ça veut dire d'être à 4h30 à Garches à l'école. C'est un exploit pour moi. J'étais partie à 3h15 du boulot, quoi. Hein. Et j'arrive à l'école et la maîtresse me parle d'un de mes enfants, Louis, et me dit, mais de toute façon, c'est pas la peine de courir, Louis, il est moyen. Et je suis arrivée, comme ça faisait 1h30 que je me trimballais, je me suis dit, je suis arrivée pour entendre cette nouille me dire que mon enfant est moyen. Et j'étais révoltée, je lui ai dit, mais moyen, Louis, vous êtes sûr? Mon enfant, celui qui est si charmant, adorable et tout, vous le trouvez moyen? Vous pensez que les résultats sont moyens? Vous confondez pas? C'est pas possible, on peut pas. Et regardez
Pérec avait écrit ce bouquin assez exceptionnel sur justement la perception qu'on lui avait donnée de lui enfant. Et il avait mis en 4e de couverture un bulletin type de ce qu'il recevait. Et c'était l'humiliation. On ose dire des trucs. C'est presque sadique, quoi. Donc, non. Et je pense que c'est la grande différence. Tout est dans la logique de l'école. On ne peut pas critiquer l'ensemble de l'école française, c'est pas vrai. Mais si on cherche à voir qu'est-ce qui est intéressant dans l'école anglo-saxonne ou dans l'école française, etc., ce qu'on doit apprendre des anglo-saxons, c'est que des gamins qui ne réussissent pas ici réussissent dans l'école anglo-saxonne. Donc, et ce qui est un problème, parce que du coup, il n'y a que les enfants de riches qui peuvent se permettre ce genre de choses. Ouais. Donc on ne peut pas continuer sans cette vision du potentiel de l'enfant, de la positivité, cette bienveillance qui fait que il n'est pas scolaire, mais on va trouver quelque chose, quoi. Il y a un jour où il va faire quelque chose de différent, on va trouver. Sans quoi on brise des potentiels et puis on crée plus d'inégalités finalement. Bien sûr. Ça favorise ça. Bien sûr. Et on a une vision, vous savez, à l'agence, je suis toujours étonnée, moi, qui ai fait tant d'études, tout d'un coup, il y a celui qui a fait aucune étude qui me trouve la campagne. Oui. Donc, je me calme. Hein. Vous voyez, mais bien sûr, c'est la fraîcheur, la capacité d'inventer. Regardez les grands artistes, est-ce que vous pensez qu'ils avaient tous passé leur diplôme? Donc, on se calme. Même si moi, j'ai été heureuse à me surdiplômer, quoi, mais chacun est comme il est, quoi. Chacun son parcours. Bien sûr. Donc, on va passer à votre parcours professionnel. Vous nous avez dit pendant la conférence que vous avez fait un stage dans la pub et que vous aviez trouvé votre place, que ça avait été l'amour fou dès le début. L'évidence, oui. Évident. Et j'étais contente parce que ça me paraissait pas si évident avant. Avant ça. Et vous étiez jamais dit avant non, jamais. Pourquoi pas, peut-être non. Jamais, parce que, mais moi, vous vous rendez compte, j'ai fait Hippocagne, Cagne, Recagne et tout, j'étais la plus littéraire des filles du monde. Quand j'ai fait HEC, tous mes amis m'ont dit « tu nous trahis ». Non, vous voyez, c'était comme si j'allais dans l'enfer. Donc, je fais un stage dans la pub. Vous savez, la première chose que j'ai dit dans mon entretien de stage, ils ont failli pas me prendre. Hein. Je leur ai dit, vous savez, moi, ce que je voudrais analyser, c'est en sémiologie, tout ce que on peut dire, les mots que vous utilisez et tout. Ils ont paniqué, ils se sont dit, celle-là, elle va nous prendre la tête, c'est pas possible. Et en fait, je vais vous dire pourquoi ça m'a emballé tout de suite, c'est que j'ai adoré le métier du service. C'est-à-dire que je suis trop libre, trop désobéissante pour être totalement liée à une boîte. Donc les problèmes de pouvoir sont des choses extrêmement importantes. Dans une boîte de service, si votre patron n'est pas d'accord avec vous, mais vous avez un poids sur le client, vous avez une force. Vous êtes indépendante. Et ça, je l'ai senti tout de suite. Donc je me sentais libre je me disais mais c'est pas possible, on passe son temps à essayer de comprendre le monde, comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, pourquoi ils pensent ça, parce qu'on peut pas les persuader si on connaît pas. Donc je passais mon temps à faire des études, j'adorais analyser. Mais tout ça pour quelque chose de concret et de créatif, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve une solution pour les persuader. Donc je me prenais pour un avocat, j'adorais ça, j'avais voulu être avocate, donc j'adorais ça. Oui. Et tout ça avec un acte créatif, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'il faut donner à manger à un moment donné à un créatif, qu'est-ce qu'il faut donner déjà soi de créatif pour qu'il y ait quelque chose de fort à la fin. Donc en fait on fabrique des films, on fabrique des idées. C'était... non, je trouvais pas ça fatigant, je trouvais ça... Et en plus ils me payaient. J'ai trouvé ça formidable. Donc en effet, vous rentrez comme stagiaire à Saatchi & Saatchi. Oui, donc, du coup ça se passe bien. Donc c'était la filiale française pour le coup. À l'époque ça s'appelait, quand je suis rentrée ça s'appelait Dupuis Compton. Hein. Dupuis Compton. Ensuite ça a été racheté par... d'abord ça avait été Dupuis, c'était une grande marque française, Marie-Catherine Dupuis. Ça avait été racheté par Compton et ensuite ça avait été racheté par Saatchi.
Donc j'ai eu droit aux Américains, Compton, et ensuite aux Anglais. Saatchi, qui est notamment cette agence de pub qui avait participé à la victoire de Thatcher. Absolument. Avec deux types, des juifs d'un caractère pas possible, brillant, et très anglais. Donc très dangereux. Et alors au sein de cette boîte, c'est une fulgurante ascension parce qu'en 8 ans, vous arrivez à la direction générale. Je me suis pas posé de problème. D'abord, je crois que ce qui faisait ma différence... C'est que vous n'avez pas de plan de carrière, ça ? J'avais pas de plan de carrière, ça c'est sûr. Non, j'étais hyper libre. Mais j'étais un peu faux-folle. Hein. C'est-à-dire, d'abord, j'étais libre, et deuxièmement, j'étais responsable. J'avais deux notions différentes dans la tête, c'est-à-dire, j'avais l'impression que personne ne pouvait m'obliger à quoi que ce soit, donc je disais aux clients, ah non, mais si vous me parlez sur ce ton, moi, ça me bloque. Hein. Ça me bloque. Alors, j'avais mon patron qui me regardait en se disant, qu'est-ce qu'elle leur raconte, là ? Mais je leur disais la vérité, je disais, non, moi, il faut me dire gentiment. Si vous me dites gentiment, je bosse tout le temps. Mais si vous me dites comme ça, je crispe. Et tout le monde regardait. Et moi, je me disais, on a droit de dire la vérité. Donc ça a été assez efficace, finalement. Ça m'a reposé. Et deuxièmement, je pense que j'avais cette folie de la responsabilité. C'est-à-dire que je croyais que j'étais responsable de tout. Donc je suis rentrée comme stagiaire. Et je décidais, je me disais, ah oui, c'est à moi de changer ça et tout. Le patron n'en revenait pas, il se demandait pourquoi je me sentais responsable de tout. Donc aujourd'hui, c'est normal, mais à l'époque, c'était un peu moins normal parce que je n'étais pas la patronne, mais je me sentais... Et du coup, quand vous avez le sentiment de la responsabilité, bizarrement, il y a peu de gens qui ont un sentiment de responsabilité très développé. C'est-à-dire le fait que s'il y avait un truc qui ne marchait pas, je croyais que c'était de ma faute. Donc, pas forcément, mais non, pas obligatoirement, mais je me souciais. Et donc ça donne des ailes. Parce que les gens, c'est un peu... Et d'ailleurs, moi, je ne critique pas. Je pense que pour les gens, parfois, c'est trop lourd. Donc, ils ne le prennent pas. Ouais. Et moi, pour moi, c'était naturel. J'avais été, je ne sais pas... Peut-être j'étais la fille aînée de la famille. Peut-être j'avais pris des responsabilités. Pour le coup, vous avez endossé ces responsabilités. Et je trouvais ça normal. Et voilà. Donc ça m'a permis... Du coup, j'étais patronne bien avant d'être nommée, quoi. Donc un jour, ils m'ont nommée, quoi. Ils m'ont nommée. C'était pour officialiser. Et voilà, ils ont officialisé. Donc en 90. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, je dis toujours à mes équipes, aux jeunes, mais arrêtez de vouloir que les autres fassent votre vie, quoi. Prenez-vous pour. Si vous considérez... Ben oui. Et il y a un moment, ça se régularise. Oui, d'accord. Juste pour... finir rapidement. Ils veulent qu'on s'arrête. Hein. Oui, ils veulent qu'on s'arrête. Mais votre parcours, on peut le retrouver, vous l'avez assez bien exposé. On voudrait juste terminer quand même sur vos engagements, parce que ça nous paraît essentiel. C'est quelque chose d'important. Donc, vous êtes très engagé en faveur de l'immigration, vous êtes d'origine catalane, vous avez migré en France à 6 ans. Je dis juste, moi je veux pas qu'on fasse n'importe quoi dans la logique d'immigration. Je dis juste que la France est un pays exceptionnel parce qu'il a été très ouvert, qu'il a réussi à créer quelque chose d'extraordinaire, qui pour moi est extraordinaire, qui est la laïcité. La laïcité, c'est du respect pour la religion de l'autre, c'est du respect pour l'intimité de l'autre, puisque ça dit au milieu il y a un vivre ensemble, et ensuite vous faites ce qu'il vous voulez, intimement, etc. Il y a un respect. Le concept de la laïcité, pour moi, c'est un concept extrêmement républicain et important. Et qui va même bien au-delà de la religion. Bien sûr, non, tout à fait. Bien sûr, mais c'est aussi le fait de considérer que le monde n'est pas fait de communautés l'une à côté de l'autre. C'est pour ça qu'on dit que la République n'est pas le communautaire. La République, c'est le vivre ensemble. Il faut bien qu'on ait un endroit où on est d'accord pour faire certaines choses ensemble. Sinon, on est côte à côte, mais on ne vit pas ensemble. Et ça fait le lien notamment avec... c'est ce que je trouve formidable dans la France. Ouais. C'est ça que je voudrais faire respecter. Je ne veux pas que tout le monde... mais ça fait le lien notamment avec la dernière exposition que vous aviez faite, notamment à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, où vous disiez que vous aviez analysé notamment donc, en fait, la mode, d'où elle pouvait provenir, et comment en France, en fait, on s'est rendu compte que la mode, c'était un mélange de cultures, tandis que par exemple en Angleterre, et notamment à l'époque des colonisations, nous, les Français, avions décidé sur un modèle d'intégration, tandis que les Anglais, eux, c'était un modèle d'association, mais on restait en... Alors en fait, ce qui s'est passé, ce que montre bien cette exposition, c'est que
Nous, on avait une capacité à recevoir la différence. C'est-à-dire qu'en fait, on les intégrait. Et d'ailleurs, vous ne savez pas ce qui vient de leur pays. C'est quand on les voit réunis qu'on se rend compte que Balenciaga avait une influence très espagnole. Mais parce que on n'y pense même pas, on l'intègre. Alors, il y a un exemple qui est assez formidable, c'est les Japonais, les Belges. Quand les Belges ont voulu créer la mode, toute l'école belge, ils se sont installés d'abord en Angleterre. Parce que tout le monde venait en France, donc ils trouvaient plus chic d'aller en Angleterre. Ils ont été rejetés, ils n'étaient pas anglais. Et donc ils sont venus en France parce qu'ils étaient rejetés. Donc et pourquoi la France? Est-ce qu'elle avait des qualités différentes? Non, mais elle avait cet enjeu, cette facilité d'ouverture où elle était habituée. On est loin de ça aujourd'hui dans l'état de la France. On a intérêt à raconter l'histoire, à raconter la vérité, comme on a intérêt de dire à tous ces gens qui s'inquiètent de l'envahissement de la France, c'est que maintenant, c'est fermé la France. On a un des plus faibles niveaux d'entrée en France. On est au niveau du Japon. Donc, autant vous dire que les Japonais ne sont pas connus pour leur ouverture au monde. C'est vrai. Et puis, voilà votre dernier engagement, mais ça, il s'illustre notamment à travers vos différents engagements, à travers le Women Forum for the Economy and Society, que vous avez créé, il me semble. Que j'ai aidé à créer. Je n'étais pas la seule. Non. La Fondation Elle. UNICEF. La Fondation Elle qui travaille pour l'éducation des filles, quand même une histoire fondamentale. Il faut quand même s'apercevoir que les chiffres sont très mauvais dans le monde. Ce truc où on empêche les gamines d'aller étudier, c'est vraiment un retour en arrière et c'est vraiment l'analyse de qu'est-ce que ça peut faire que l'éducation, à quel point c'est dangereux. Et à quel point ça peut orienter. C'est fou. Ces chiffres que vous avez donnés durant la conférence, 68% des femmes travaillent dans le monde. Ouais. Les femmes assurent, non, 68% du travail du monde est fait par les femmes. Et seulement 10%. Ça veut dire que 32% du travail du monde est assuré par les hommes, si je peux me permettre, et seulement 10% de la rémunération mondiale, et 1% de la propriété. Moi, par rapport à ce combat en fait, que vous menez contre les femmes, j'ai une question à vous poser. Pour les femmes, et pour les hommes d'ailleurs. Pour l'égalité. Pour l'égalité, en fait, ouais, pour exactement. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, à votre avis, la publicité permet de faire changer les choses, de faire évoluer les mentalités en fait? Oui, elle permet cela si elle se donne ça comme tâche. En France, j'ai beaucoup de discussions avec le public en leur expliquant que c'est très difficile quand vous prenez un client, Ariel, Danone, moi je peux difficilement leur dire, écoutez, vous savez ce qu'on va faire pendant votre campagne où vous expliquez que votre lessive elle est intéressante, je sais pas trop quoi, je vais faire un combat féministe. Ils me regardent, voilà, c'est un peu compliqué. Et d'autant plus que en fait, vous êtes devant des blocages. Les femmes elles-mêmes sont bloquées. C'est-à-dire que si vous êtes trop en avance, elles se crispent. Donc ils ont envie d'avoir les femmes avec eux et pas contre eux. C'est pour ça que je dis au gouvernement français constamment qu'on devrait sans arrêt... Comme on a un problème de stéréotypes, ça se passe à l'école. Oui. Vous avez vu la violence qu'il y a eu contre Najat lorsqu'elle a voulu mettre ses cours sur l'égalité à l'école. On aurait dit que les gens disaient n'importe quoi. Ils disaient mais elle veut transformer les filles en garçons, les garçons en filles. Enfin, elle veut rien transformer. Elle voulait juste enlever les stéréotypes parce que vous savez, ce qui bloque le plus les gamins, ce sont les stéréotypes de l'enfance. Et ces stéréotypes, vous prenez les écoles, vous prenez les enfants français aujourd'hui, vous leur demandez que font leur papa et leur maman à la maison. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie et à la maison? Et les enfants répondent, d'aujourd'hui, nos enfants répondent que papa travaille et maman ramasse les miettes, fait la soupe, etc. Même si maman, obstinément, et même ce qui est fait, même si elle travaille à l'extérieur, et deuxièmement, comment peut-on imaginer que ramasser les miettes n'est pas un travail? Je pense que c'est beaucoup plus fatigant que de penser, mais oui, appelons tout ça travail, mais pour ça, ce n'est pas que les hommes et les femmes qui élèvent leurs enfants leur veulent du mal, c'est que c'est dans leur tête. Et que c'est pour ça que l'école est importante, parce qu'elle doit redresser un tout petit peu de ces stéréotypes, peu à peu,
pour expliquer aux filles qu'elles peuvent faire des sciences, que c'est pas une histoire de garçons, aux garçons qui peuvent faire des tas de choses, que c'est pas une histoire de filles, des choses un peu plus sophistiquées. Ça, l'école peut le faire et doit le faire. Pour terminer, moi j'aimerais bien juste citer une petite citation que vous aviez dit lors d'une interview à Cadre d'Emploi et que j'ai beaucoup aimé. Vous avez dit « Moi j'aime bien les gens qui ont un point de vue. Je pense qu'il vaut mieux rêver, croire qu'on peut bouger le monde que croire qu'il faut faire attention. » Et c'est ça que je retiendrai de vous, je sais pas toi en tout cas Léna, mais c'est de dire que vous l'équilibre c'est quelque chose dont vous voulez pas. Vous êtes quelqu'un de passionné, il n'y a pas de modèle, pas de préacquis, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller de l'avant et moi en tout cas je trouve que vous êtes un message d'optimisme. Merci Donc, beaucoup. Au nom de l'ESCRN Décibel Radio, je vous remercie. Merci à vous. On va terminer cette interview sur une petite chanson qui devrait vous plaire et vous remercier finalement pour tout ce que vous nous avez permis d'apprendre aujourd'hui. Là, c'est mon nuit. Ce que la Tamise, ciel de brouillard, me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le C'est des Luxembourg. Il y a d'autres choses pour parler d'amour. Autour de Pise, Venise, Fais tes bagages. je pars en voyage.